bonjour à tous. Pour cette dernière table ronde de ces journées 2011. Le sujet de cette dernière table ronde est assez particulier puisque je pense que c'est la seule sur les 3 jours qui aborde un produit puisqu'on va parler du vin. Alors, le vin, évidemment, est un produit un peu original dans tous les produits alimentaires. Il a une culture à la fois ancestrale et une grande richesse, on va dire, de discours, tous les écrits, tous les débats, même les polémiques qui existent sur le vin, tous les reportages qui existent montrent bien que le vin a une place particulière dans le domaine de l'alimentation. Il est aussi intéressant d'observer que le vin aussi a une dualité, on va dire, dans la transmission des savoirs qui sont liés à ce produit. C'est-à-dire que c'est un produit qui, à la fois, évidemment, est très riche d'une culture, comme je le disais tout à l'heure, donc très ancienne, mais c'est aussi un produit qui porte en lui un toxique, qui est l'alcool. Hein. Et donc, la transmission et la connaissance du vin, finalement, eh bien, elle a une double entrée, c'est-à-dire c'est à la fois énormément de richesse, de terroir, de style, de façon de travailler qu'on va pouvoir découvrir, qui sont liées en plus à des pratiques parfois très très anciennes et qui nous renvoient à l'histoire, mais aussi en même temps, eh bien, c'est apprendre à consommer, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a ces connaissances, il y a aussi l'apprentissage de ce qu'on appelle le savoir-boire, hein, chose qu'avait déjà développé en son temps Jacques Puiset et le docteur Carreau qui ont travaillé sur ces notions-là. Et donc, il faut toujours avoir ce double discours, surtout évidemment quand on s'adresse à une population jeune, hein, où il faut aussi aller jusqu'à cet apprentissage du savoir-boire. Donc voilà un petit peu les directions, je pense, qui vont être abordées successivement par les interlocuteurs qui sont autour de cette table ronde. On pourra peut-être aussi élargir ça, puisqu'on a la chance d'avoir avec Gildas Lostis, que je cherchais des yeux, qui est là, donc quelqu'un qui a un regard un petit peu sur l'extérieur et donc sur les autres pratiques en termes d'apprentissage, donc voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, ce qui peut être intéressant. Et puis aussi peut-être élargir le débat sur peut-être pas les jeunes, mais en tout cas les béotiens, c'est-à-dire que les connaissances du vin, c'est pas seulement en direction des plus jeunes, c'est aussi en direction de toute une population qui a envie, qui se découvre une envie de découvrir ce monde, avec des craintes parfois, parce que c'est un monde qui peut paraître compliqué, et donc auquel effectivement il faut transmettre. Alors donc pour ce faire, autour de la table sont réunis 4 personnes donc au profil bien différent. Donc Gildas Lostis que j'évoquais tout de suite là, je commence par lui, parce qu'on a déjà parlé, donc qui est donc professeur à Blois et donc qui a fait un travail dont il pourra nous parler sur comparatif entre les différentes formes de sommellerie. Je vais continuer tout de suite sur ma gauche. Hein. Je pense que c'est plus la peine de présenter Philippe Forbras que de nombreuses personnes connaissent ici, qui est sommelier, qui était meilleur sommelier du monde, le premier en France d'ailleurs, avec le meilleur sommelier du monde. Il y en avait eu un autre avant, je crois. Hein. Plusieurs. Ah bon, donc il y avait une série avant. Il y avait déjà une série, donc l'un des nombreux, alors on va dire. Hein. Et donc il nous parlera évidemment de la transmission. Sur ma droite, donc Stéphanie Callot, qui est productrice, une jeune productrice, donc qui elle a repris aussi un domaine familial. Donc elle est à la fois dans la transmission parce qu'elle transmet, mais elle a eu aussi à recevoir tout un passé et tout un savoir-faire lié à ses parents et à ses grands-parents et à toute sa famille. Et enfin, pour terminer, eh bien Jean-Pierre Gouzavet, qui lui représente l'interprofession des vins, enfin pas tout à fait, voilà. Si c'est l'interprofession, c'est Interloire, hein, voilà. C'est l'interprofession, donc des vins de Loire, et qui lui justement élargira peut-être sur l'apprentissage du vin de façon plus générale et pas seulement aux jeunes. Donc voilà pour les personnes. Alors peut-être que la première question que je vais poser à nos 4 interlocuteurs, c'est une question un petit peu générale. Derrière la question qu'on peut se poser comme ça de façon un peu naïve, mais qu'est-ce qui motive aujourd'hui un jeune pour rentrer dans la profession du vin ou pour rentrer à la découverte du vin s'il n'en a aucune connaissance, hein, et aussi une question plus personnelle que je vais leur poser à eux 4, c'est qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cet acte de transmission. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier.
Alors Stéphanie, puisque honneur aux dames, on va dire. Position inconfortable parfois. Bonjour. Oui, alors en fait, qu'est-ce qui peut motiver un jeune dans la découverte des vins? Tout dépend, mais enfin, souvent c'est la passion quand même. Donc, en tout cas, pour ma part, c'était ça. C'est aussi une passion qui est en fait transmise, puisque le vin, c'est un apprentissage, c'est pas inné, voilà, donc c'est un apprentissage qui est transmis par une histoire soit familiale, enfin dans mon cas c'était ça en partie, mais ou souvent par des parents, des amis, etc. Une envie de découverte du vin. Voilà, on s'y plonge et on n'en sort plus, quoi. C'est voilà. La passion. La passion. La passion pour vous aussi, peut-être. La passion toujours, c'est extrêmement motivant. Ce qui me semble être motivant pour les jeunes aujourd'hui, c'est d'abord la curiosité, l'envie ou les éléments déclencheurs peuvent être des fois une simple visite dans une région, il y a beaucoup de gens qui voyagent, ou une émission, on parle beaucoup d'émissions de cuisine aujourd'hui. Moi personnellement, je suis arrivé au vin par la cuisine. J'étais cuisinier, enfin j'ai fait ma formation de cuisine à une école hôtelière, et lorsque je cuisinais, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on boit avec? Et petit à petit finalement j'ai découvert cette passion et cet univers du vin, et puis aujourd'hui je fais d'ailleurs l'inverse, je me dis bon je bois ça, qu'est-ce que je vais faire à manger finalement. Et donc je pense que ça peut être un bon élément, le goût se forme d'abord par la cuisine. L'élément déclenchant quand on est tout petit, on ne boit pas du vin, c'est rare. On n'a pas l'âge, on n'a pas le goût non plus. Et donc les éléments solides amènent petit à petit aux éléments plus liquides. Et finalement, on découvre toutes ces subtilités, ces éléments de complémentarité même que peuvent être la cuisine et les vins. Donc je pense que c'est un élément déclencheur extrêmement important pour les jeunes. Et donc l'élément de base serait le goût, en fait. Oui, ça en fait partie d'une façon extrêmement importante. Alors pas n'importe quel goût, quand on est jeune ou quand on fait goûter pour la première fois un vin à quelqu'un, si on prend un grand verre rouge tannique, aussi grand soit-il, avec toute la dimension que l'on peut apprécier, et notamment avec une longueur en bouche incalculable et une amertume noble, certes, mais présente, le phénomène va être un peu rétractif. Si on lui fait goûter un vin moelleux de Bonneau, d'Anjou, enfin, où il n'en manque pas tout autour de nous ici, par exemple dans la Loire, le sourire va être là. La douceur caressante au palais va être une perception extrêmement agréable. Et petit à petit ensuite, on va pouvoir aller sur des vins plus secs, plutôt blancs d'ailleurs au début, pour évoluer sur des rouges plus fruités, et enfin terminer dans un apprentissage gustatif personnel, vers l'acceptation de saveurs un peu plus particulières, si on veut. Et moi, je me souviens, souvent, moi j'ai un restaurant, comme tout à l'heure j'étais sommelier, mais j'ai un restaurant à Paris, le bistrot du sommelier, depuis bientôt 30 ans. Et souvent, il m'arrive d'avoir des gens qui viennent au bistrot du sommelier, invités par d'autres personnes, parce que ceux qui invitent, en général, ils aiment bien le vin, ou ils en boivent, et puis ils me disent, non, moi je ne bois pas de vin. Et j'aime bien savoir pourquoi ils n'en boivent pas. Alors soit c'est un problème médical, la messe est dite, c'est une période plus ou moins longue. Le personnage auquel je pense lui avoir posé la question, c'était le président actuel, M. Sarkozy, parce qu'il venait chez moi il y a quelques années avant qu'il soit président. Aujourd'hui, il est un peu trop occupé. Et il me dit, je n'aime pas ça, mais dès que je bois, j'ai une grosse migraine. Donc ça, c'est un problème, on ne peut pas tellement faire autre chose. On peut lui faire sentir, il peut apprécier éventuellement des parfums, mais pas boire. Mais la plupart des gens n'ont pas de problème de santé avec le vin. Et soit ils n'aiment pas, ce n'est pas un goût qui leur correspond, et à ce moment-là, il faut travailler dans cette fameuse éducation dont j'ai parlé tout à l'heure. Soit il faut essayer de réfléchir et discuter avec les gens pour savoir ce qui les bloque finalement. Soit ils n'en boivent jamais, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas non plus des fois leur religion, ça c'est un élément important, mais souvent on a des petits éléments, et même quand les gens me disent, sauf si jamais ils ont un problème donc particulier, médical, mais si les gens me disent non, nous on ne boit jamais de vin, ou pas à midi, etc., je leur offre moi des fois un petit fond juste comme ça pour leur dire si vous souhaitez goûter avec ce plat-là, ça va très bien. Et finalement les gens soit commandent un verre finalement, soit
apprécient et remercient en disant vous nous avez fait découvrir quelque chose. Et donc petit à petit, les choses s'engagent. Et donc la découverte dans d'autres pays se fait par des biais aussi de rapport à la nourriture, ou est-ce que finalement l'accès au vin, c'est plus la culture du vin qui t'intéresse? D'abord en ce qui concerne la France, on a effectivement la chance d'avoir des filières où le vin est incorporé de façon notable. Après, les élèves, je pense, se découvrent au fur et à mesure. Nous n'avons pas d'élèves dans les filières hôtelières qui arrivent en disant je vais être sommelier. Parce qu'effectivement, en général, ce qu'ils veulent, c'est d'abord la cuisine. Ils se découvrent ensuite une passion au bout de quelques années, pour différentes raisons, parce que je pense aussi que le vin véhicule une certaine culture, parfois parce que leurs parents leur ont aussi inculqué cette culture, mais je pense que c'est surtout que le vin est une façon pour eux d'apporter un aspect supplémentaire au service. On a en France jusqu'à présent, en France, on avait ce qu'on appelle la culture du service, qui n'existe pas ni en Australie, ni aux États-Unis ou dans d'autres pays. Cette culture du service a eu tendance à disparaître, malheureusement. Et une des manières de remettre en avant cette culture, c'est de s'imprégner un peu du vin. Et le vin permet de se démarquer, en fait, d'un serveur traditionnel, d'un autre qui détient le savoir et permet justement de donner notre dimension à son métier. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. Donc ce serait un problème de carrière, en fait, de profil de carrière, alors après, de choix de carrière, ou de plus que de goût, alors là, donc, la façon dont vous le présentez. Il y a bien évidemment une notion de goût qui est importante. Ceux qui se dirigent vers le métier de la sommellerie, c'est pas uniquement pour valoriser leur métier, c'est parce qu'ils sont passionnés, bien évidemment. Ouais. Parce qu'un jour, ils ont bu quelque chose, ils ont parlé avec un enseignant, il y a eu un déclic, qui est souvent effectivement lié aussi avec la cuisine, lié au goût, bien évidemment, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Peut-être que cette notion de carrière se développe un peu plus rapidement en France parce que nous sommes encore autorisés à parler du vin auprès des jeunes qui ont moins de 18 ans. Donc ça, c'est une chose importante. Dans d'autres pays comme l'Australie ou les États-Unis, par exemple, ou l'Angleterre, l'apprentissage des vins vient après. Donc les carrières se décident un peu après, une fois sortis du cursus scolaire, donc ce qui fait une différence notable. Oui, voilà. Parce que c'est pas possible, effectivement, avant 21 ans, c'est ça? 21 ans aux États-Unis, 18 ans en Angleterre. Voilà, donc les carrières se font différemment dans ces pays-là. Mais de la même manière, un jeune de 21 ans peut se découvrir une passion aux États-Unis, comme un jeune de 18 ans en Angleterre, un peu comme nos étudiants ici. Voilà. Bien sûr. Et en ce qui concerne... Oui, alors, pour répondre à vos deux questions, donc, en ce qui concerne les jeunes en sens large, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport au contexte d'arrivée des jeunes dans le monde du vin. Il y a, je dirais, un grand courant qu'on pourrait appeler déterministe, c'est-à-dire ceux qui pensent que les jeunes arrivent naturellement au vin comme boisson. C'est le cycle naturel, c'est-à-dire qu'on grandit, on devient adulte et on boit à table et on arrive au vin. Donc, quel que soit, il y a une sorte de cycle naturel qui amène au vin. Et il y a une deuxième école qui dit ça dépend beaucoup du contexte social, géographique, culturel. Donc je pense qu'il y a probablement un peu les deux qui expliquent pourquoi les jeunes à un moment donné arrivent au vin. Et moi, à titre personnel, ce qui m'a beaucoup intéressé, j'ai eu le déclic un jour à 20 ans. J'ai rencontré dans le cadre de mes études à l'université quelqu'un qui aimait le vin et qui m'a fait découvrir cet univers, et je suis rentré dedans et j'ai eu le virus en fait. Hein. Voilà, et c'est venu comme ça. Donc j'ai personne dans ma famille qui fait du vin, qui vient du vin. Je suis pas issu d'une région viticole, et pourtant ce que j'ai aimé dans le vin, c'est ce rapport à la nature déjà. Je trouve que les vignerons ont le sens des choses, le sens de la mesure, le sens des saisons. Donc j'ai trouvé que c'était un produit qui portait quelque part du sens. Le rapport au goût aussi, il y a une éducation. Et puis la convivialité. J'ai trouvé que derrière les vignerons, il y a une convivialité, et c'est vrai que tout ça donne du plaisir au travail. Et le plaisir au travail, c'est quand même une chance. Oui, c'est un peu. Voilà. Et il y a du plaisir aussi au travail en tant que viticultrice ou pas? Il faut. Non, mais bien sûr.
heureusement, enfin, c'est un choix, être dans les vignes ou faire, parce qu'on parle là du vin, mais en fait, le vin, d'abord, c'est les vignes. C'est un endroit, c'est un milieu, c'est toute une ambiance. C'est 98% de notre temps de travailler dans les vignes et d'y être. Donc, et c'est beaucoup de travail. Mais voilà, donc la finale, c'est le vin et la production du vin. Mais c'est aussi parce qu'on aime les vignes et qu'on le fait. C'est pas juste le vin, voilà. Donc c'est pas juste un choix pour le vin, c'est un choix pour un travail. C'est peut-être plus pour la vigne finalement et le travail qu'il y a autour que le produit fini alors. Non, c'est les deux. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble, ouais, bien sûr, mais il faut les deux parce que si on comprend pas son travail dans la vigne, en fait, il faut être humble avec la vigne. On n'est pas là pour donner des directions à la plante. Et voilà, tout ça c'est naturel, donc on n'est pas là pour donner des directions, imposer des choses. On est là pour prendre ce que la vigne veut bien nous donner. Mais évidemment, en essayant de travailler au mieux pour que ça fonctionne et qu'il y ait un équilibre. Et après, le plaisir du vin, c'est un autre plaisir en fait. Et on peut être, moi je connais des gens qui sont que passionnés de vigne et finalement qui trouvent que c'est un petit peu moins important le vin. D'autres au contraire qui sont plutôt ciblés sur le vin et qui vont être bien moins souvent dans les vignes. Mais souvent on se rend compte quand même que pour que ça fonctionne bien sur un domaine ou dans un ensemble, il faut aimer les deux et voilà. Parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre, c'est un tout. Donc ça c'est hyper important. Souvent en fait on peut très bien rentrer par la porte. Alors nous c'est différent quand on est dans un domaine viticole. Là, moi, dans mon expérience personnelle, c'est un domaine viticole qui existe depuis longtemps, où on se transmet le flambeau de génération en génération. Mais c'est pas du tout quelque chose pour lequel on est conditionné dès la naissance. En fait, enfin moi, en tout cas, nous, notre génération, mon frère et moi, on a été très libres de faire autre chose. On a chacun fait autre chose. On a chacun fait nos études de part et d'autre. Et on a décidé de revenir. Lui, peut-être plus justement pour la passion de la vigne et du jardinage. Voilà. Et puis moi, peut-être plus pour la passion du vin. Mais au jour d'aujourd'hui, nous deux, on fonctionne ensemble. Et voilà, il faut les deux. Il faut la vigne, le vin, c'est un ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, on le voit bien. Enfin, moi, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes aussi qui commencent un apprentissage du vin ou qui apprennent à découvrir ou qui ont envie de découvrir. Et ils n'ont pas seulement envie de découvrir pour un goût. Ils ont souvent aussi envie de découvrir parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une relation, comme le disait Jean-Pierre, parce que c'est sentimental tout ça, c'est une belle histoire, parce qu'il y a des paysages, parce qu'il y a un historique, parce qu'il y a plein de choses, il n'y a pas juste le goût. C'est plus qu'un produit et c'est plus qu'un goût. C'est bien plus qu'un produit et c'est bien plus qu'un goût. Il y a une complexité de goût, mais c'est bien plus que ça. Il y a une histoire, voilà, c'est ça qui est important. Et vous avez décidé quand alors c'est quand le déclic? Le déclic, moi c'était en 2003. J'étais à l'étranger et voilà, j'ai décidé de revenir. Et en fait, ça s'est passé avec mon frère aussi en parallèle. Et voilà, on s'est dit que c'était dommage mais il faut aussi laisser. C'est ce que mon père et ma mère ont très bien fait, c'est qu'ils nous ont laissé découvrir d'autres choses, faire d'autres choses. Et en fait, on en revient quand même aux sources et aux origines parce qu'il y a un endroit, on y tient, il est en nous et voilà. Mais il faut un certain temps aussi pour s'en rendre compte et puis apprivoiser ça parce que c'est pas quand vous êtes jeune, vous avez 22 ans, vous avez 25 ans, en revenir à se dire voilà, j'ai fait des études, je pourrais très bien gagner ma vie, faire peut-être 40 heures par semaine et avoir mes week-ends. Et vous vous dites, non, finalement, j'ai besoin d'un endroit, c'est dans cet endroit-là que je me sens bien, j'ai envie d'être dans les vignes et de travailler à un processus avec la nature, quoi. C'est un choix. D'accord. Et c'est ce choix qu'il faut essayer de transmettre finalement. Et ce c'est choix, on transmet, choix. mais là on parle des jeunes, mais évidemment que les jeunes sont très ouverts à ça. Il ne faut pas juste les restreindre à l'apprentissage du vin. Tous les jeunes que je rencontre, moi, ils sont toujours très ouverts. Quand on dit, je suis vigneronne, voilà, je suis dans les vignes, il y a énormément de jeunes qui veulent découvrir, et pas simplement le vin, mais le travail et tout ce qui tourne autour, et comment ça fonctionne, et les paysages tout autour, la vie, et voilà. Et le sommelier, là, il est loin des paysages normalement.
Le sommelier, il est loin des paysages, mais en même temps, on transmet tout ça. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller le plus souvent possible dans la vigne. Moi, je me nourris aussi de toutes ces visites et ces balades et ces rencontres extraordinaires avec les vignerons. Ce que l'on ressent sur place, cette émotion particulière dont va naître quelque part, à un moment donné, le souvenir et le plaisir qu'on a à transmettre. Et après, notre rôle de sommelier, et je rejoins Gildas tout à l'heure dans sa notion de service, est très importante. Le sommelier, il va servir. Il ne faut pas oublier que c'est un métier de service en salle, en restauration, avec toutes les contraintes que ça sous-entend. Mais en même temps, on va essayer de faire rêver les gens, de pas simplement leur servir une boisson hydroalcoolique anonyme, mais de leur raconter un peu d'histoire, tout en les laissant savourer les choses. On n'est pas là pour les abreuver d'informations ni quoi que ce soit, mais pour souligner quelques-uns des éléments et pour susciter suffisamment d'intérêt pour que finalement les gens qui goûtent, quel que soit leur âge, aient envie d'abord de regoûter et ensuite d'aller, si possible, visiter les régions qui sont extraordinaires, rencontrer des vignerons qui sont souvent des gens passionnés et parler un peu justement de ces éléments-là. On est, je pense, des ambassadeurs, des passeurs de rêves, ou en tout cas d'informations. Et je me souviens de la réflexion de Régis Marcon, qui a fait un travail assez formidable sur justement les services et les différents métiers de la restauration. Et il disait il n'y a pas longtemps, il faut absolument que les maîtres d'hôtel s'inspirent finalement de ce qu'ont réussi à faire les sommeliers ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas là juste simplement pour apporter l'assiette et dire voilà, c'est du bœuf, mais peut-être pour d'une façon plus ludique, plus enthousiaste aussi, parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils servent, comme les sommeliers utilisent effectivement les mots qu'il convient pour communiquer, pour pouvoir transmettre. Alors ça, peut-être une question d'ailleurs pour Gildas. Justement, comment se fait-il que le vin a su créer cette culture qui fait qu'effectivement on va parler du produit non seulement tel qu'il est, mais aussi de tout ce qui est en amont, la façon dont il est fait, l'endroit dont il vient, qui l'a produit, etc. Et que sur les autres produits, ben, finalement, on n'a pas cette information-là. Et non seulement pas cette information, mais il n'y a même pas cette formation-là en école hôtelière auprès des élèves. Oui, je pense qu'effectivement, je vais mettre un petit bémol, c'est-à-dire que actuellement, effectivement, ce qu'on disait à l'instant, je pense que le vin est un des éléments principaux qui peut réellement rehausser et mettre en évidence les métiers de service. Malheureusement, la part qui est dédiée à l'apprentissage des vins, je ne parle pas des mentions sommellerie ni le BP sommelier, bien évidemment, mais les filières technologiques et professionnelles telles que le bac professionnel ou le bac technologique, la part qui est dédiée à l'apprentissage des vins est extrêmement faible. On peut considérer, je vais être très pragmatique, mais grosso modo, le chiffre d'affaires qui est réalisé, le revenu qui est réalisé par les vins dans les restaurants correspond à peu près à 30-40%, entre 20 et 40% à peu près. La part qui est dédiée à l'apprentissage des vins dans les sections professionnelles ou technologiques, encore moins dans les sections technologiques, correspond à peu près à 3% de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vin est totalement dilué, si je puis dire, dans un ensemble professionnel et académique. Et ça c'est sans doute un des aspects les plus négatifs de notre formation, parce qu'elle ne permet pas non plus, à un moment donné, à un élève de dire « Ah, ça c'est intéressant, je vais m'y accrocher un petit peu ». 3%, ça va être 1 heure à peu près tous les 15 jours en classe de première, et encore la manière dont est abordé l'apprentissage est faite de façon totalement très formelle. C'est-à-dire qu'on va demander à un élève qui a 16 ou 17 ans d'apprendre une liste d'appellations dans un laps de temps très court. Ça n'a absolument aucun sens. Donc effectivement, on n'aide pas actuellement nos élèves à s'accrocher un peu au vin. Seuls quelques-uns, parce qu'ils ont une passion pour ce produit, s'y raccrochent en fait. Et à titre de comparaison, combien de temps est passé par exemple sur la viande? C'est une bonne question ça. Alors, la connaissance d'un produit comme la viande, est-ce qu'il y a moins, est-ce qu'il y a plus, est-ce que c'est... On pourrait peut-être poser la question, il y a peut-être des collègues de cuisine, professeurs de cuisine dans la salle qui pourraient répondre. Moi personnellement, je ne sais pas. Oui, donc ça fait plus court encore, non? Après, oui, enfin, je veux dire, la viande est un aliment parmi plein d'autres. Le vin, c'est un produit. Oui. Donc, non, mais il y a quand même, effectivement,
Alors on s'aperçoit qu'il n'y a peut-être pas assez finalement Oui, je pense que d'apprentissage, en tout cas de connaissances qui est. oui, ça me paraît. Enfin, personnellement, ça me paraît. D'où le choix de s'orienter vers la sommellerie quand on. Mais ça, alors, je veux dire, effectivement, c'est un bon choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos élèves qui sont en section professionnelle ou technologique vont être face aux clients dans les restaurants où il n'y aura pas de sommelier. Et à l'heure actuelle, les clients, eux, sont formés sans doute plus que nos élèves. Donc, ont un niveau de connaissance parfois qui est plus élevé que les nôtres. Oui, bien sûr. Il ne faut pas non plus imaginer que quand, avec le recul, je m'en aperçois encore plus qu'avant, mais que quand on sort de l'école, on a l'impression qu'on sait pas mal de choses. Et puis finalement, on s'aperçoit que tout s'apprend après sur le terrain, en matière de vin notamment. L'élément important, c'est de déclencher la motivation, de détecter effectivement, pas tout le monde a envie, pas tout le monde a peut-être les capacités, même si je pense que franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne les ont pas, les capacités en tout cas de goûter. Et ensuite, il faut travailler la mémoire, effectivement, c'est un élément extrêmement important. Mais c'est surtout de faire naître cette petite flamme qui va faire que, quelque part, on va avoir envie d'aller plus loin. Ce qu'on apprend à l'école, enfin moi, ce dont je me souviens, ça fait déjà longtemps, mais ça a été formidable parce que ça m'a permis d'imaginer ce que ça pouvait représenter. Et après, petit à petit, avec le métier, les voyages, l'expérience, les rencontres. Tout à l'heure, on disait de temps en temps, on rencontre quelqu'un, et puis finalement, c'est Jean-Pierre qui dit ça tout à l'heure, on va être intéressé par ce que la personne raconte, et puis le vin qui va nous faire découvrir, et puis une chose après l'autre, on va avancer chacun dans son initiation personnelle. Et donc l'école est un élément basique déclencheur, et après les autres, le reste de l'éducation se fait avec le temps, quoi, c'est tout. Hein. Comme on m'a dit, mais il faut combien de temps pour être sommelier? J'ai dit une vie, et peut-être ça suffira pas. Si j'en ai une autre, j'aimerais bien en profiter pour aller un peu plus loin encore. Mais effectivement, la formation continue après. Il y a une importance. Exactement. Et je crois que peut-être, j'ai beaucoup d'amis cuisiniers, maîtres d'hôtel, etc. Ceux qui, à un certain niveau, continuent à avancer, restent dans le coin, etc. Ce sont ceux qui continuent à aller à des dégustations, aller faire des voyages, être sur le terrain, veulent découvrir chaque année le nouveau millésime, etc. Il ne faut pas s'arrêter, se dire, bon voilà, j'ai acquis un certain nombre de choses, je suis meilleur sommelier de ci ou de là. Oui. Et finalement, c'est une étape dans sa vie, et bien entendu, c'est tous les jours qu'il faut avancer. L'expertise est longue à venir, mais bien entendu. Au-delà d'expertise, peut-être, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les connaissances de base, on va dire, ce qui peut être un élément déclencheur, finalement, il n'y a pas forcément, sauf ceux qui se spécialisent, il n'y a pas forcément un apprentissage qui est très très long, peut-être pas assez pour donner envie. Alors, que fait l'interprofession alors vis-à-vis des écoles de sommellerie? On fait beaucoup de choses, je vais pas faire un catalogue, mais juste pour compléter, c'est aussi l'histoire de la personne qui visite un musée et qui rencontre un guide, et le guide, par sa connaissance, l'éclaire, et le plaisir est décuplé par la connaissance, c'est-à-dire voilà, on découvre derrière un simple produit, une culture, un vin, un produit vivant qui chaque année, dont les cartes sont rebattues chaque année avec le millésime. Et puis un millésime, c'est pas comme une recette de cuisine, donc sans dire que c'est plus simple de faire la cuisine que de faire du vin, mais je dirais, il y a cet aspect magique du vin qui chaque année, on doit le composer avec un climat, et on doit parier en fait entre guillemets. Et donc il y a cet aspect enchanteur. Le vin, cet aspect enchanteur et magique. Et c'est un petit peu l'histoire de la culture, hein, c'est-à-dire que voilà, plus on avance, plus on a des connaissances, plus on prend du plaisir. Et le vin est un chemin aussi personnel et professionnel formidable. C'est un vrai terrain de jeu. Et quand on tombe dedans, après c'est difficile de s'arrêter, parce que c'est aussi l'école de la modestie. C'est-à-dire plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je crois en tout cas, sur cette table, on est tous persuadés, mais comment transmettre cette envie? Comment transmettre? Alors nous, au niveau de l'interprofession, l'interprofession, c'est quoi? C'est une collective. Il y a dans chaque région viticole, il y a une collective qui représente et qui défend la filière régionale. Nous, la collective, au niveau de la Loire, elle a pleinement conscience de l'intérêt notamment apporté auprès des jeunes, parce que c'est un sujet déjà pour nous décisif. Hein. Le marché de consommation des jeunes, le marché de consommation du vin, c'est pour nous 17% des consommateurs qui ont moins de 35 ans
Ça, c'est au niveau national. Et on a 30% des consommateurs qui ont plus de 60 ans. C'est-à-dire que chaque jour passé, on perd du consommateur. Donc le marché se rétrécit. Voilà. Et les jeunes consomment moins de vin aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc pour nous, c'est un enjeu économique crucial. Voilà. Et alors comment répondre Il y a deux voies. Il y a évidemment l'éducation des jeunes, l'accès au vin, et puis prendre des parts de marché à l'international. Hein, c'est un petit peu les deux voies possibles. Alors sur le marché français, au niveau d'une collective comme l'Interprofession, on répond à plusieurs choses. On répond déjà à l'inscription avec les autres interprofessions, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, à travers un organisme qui s'appelle Vin et Société, qui est à Paris, et qui mène des campagnes de sensibilisation, d'éducation auprès des jeunes. Voilà. Et qui va essayer, à travers dans l'éducation nationale, etc., de sensibiliser un petit peu l'importance d'éduquer nos jeunes au goût pour les apprendre à réfléchir, à consommer, à goûter intelligemment. Et également, nous, au niveau local, régional, on a plusieurs campagnes. Alors, les vins de Loire sont très concernés par ça, par notamment l'éducation et la sensibilisation auprès des jeunes, parce que le vin de Loire, par nature, il est consommé assez tôt dans l'année, contrairement à d'autres régions où on a des temps d'élevage un peu plus longs. Si on prend Bordeaux, Champagne, on a, je dirais, une mise en marché plus longue, alors que nous, les vins de Loire, on a quand même des vins souvent de printemps, donc on est concerné par la jeunesse de nos vins. Et la jeunesse de nos vins, elle correspond bien à ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui d'une approche du vin. C'est-à-dire qu'ils aiment, les jeunes, de moins en moins qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Ils aiment bien être libres. Donc ils sont plus dans l'approche spontanée, de plaisir spontané, que, je dirais, l'aspect codé, ou comme avec mon père, il fallait sortir la carafe, sortir la nappe blanche, etc. Et j'ai tous ces codes du vin qui sont importants, qu'il faut respecter. Ces jeunes, quelque part, aiment bien les transgresser un petit peu. Et nous, la Loire, on répond un petit peu à ça. On est un peu libre par rapport à cette parole-là. Et preuve en est, par exemple, il n'y a jamais eu autant de clubs de vin aujourd'hui. Et les clubs de vin d'il y a 15 ans, c'était très fermé. C'était un peu comme il fallait montrer patte blanche, il fallait être coopté pour rentrer dans un club de vin. Alors qu'aujourd'hui, les clubs de vin sont ouverts. C'est-à-dire sont ouverts avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Le club du vin est par nature ouvert. Donc on a une évolution d'un rapport au vin chez les jeunes et nous, on est concernés par rapport à ça. Alors la réponse, elle est de différentes façons. La première, on a axé une campagne de communication qui s'appelle Les vins de Loire et les jeunes, sur la jeunesse de nos vins, donc avec quelques phrases clés comme je dirais, quand on est jeune quand on est jeune et beau, pas étonnant qu'on finisse vieux et riche. Voilà. Il y a des petites, on tournait ça un petit peu avec humour pour justement désacraliser un peu le rapport au vin et parler aux jeunes avec leur langage. Donc voilà, une campagne de communication, c'est pas facile. On a été attaqué par l'AMPA. On a été condamné. Voilà, parce que on nous accusait un petit peu de vouloir recruter des jeunes à tout prix, alors que le message était vraiment porté sur la jeunesse de nos vins. Et évidemment, créer l'empathie, mais bon, on est là aussi pour communiquer, pour les intéresser à nos produits et à les emmener de façon intelligente à réfléchir sur la consommation qu'ils peuvent avoir. Parce que dans les milieux professionnels, et c'est vrai que c'est un sujet difficile, l'approche du vin, quand elle est pas encadrée, elle peut vite dériver, entre guillemets. Nous, on est vraiment responsable par rapport à ça, et c'est avec cet objectif-là qu'on essaie de parler aux jeunes et à les sensibiliser au vin. Donc, campagne de communication. On fait également des opérations, comme par exemple, on va voir les lycées hôteliers. Vous avez une trentaine de lycées hôteliers en France qui ont des sections sommellerie. L'Interprofession va voir l'ensemble de ces lycées hôteliers chaque année. Depuis 10 ans, on a formé 4000 jeunes sommeliers et on les a sensibilisés au vin de Loire. Donc voilà des actions concrètes que l'on fait au niveau national. Et puis on parle aux jeunes avec la nouvelle technologie. Vous avez un site dédié vin de Loire. On leur parle sur Facebook, on leur parle sur Twitter, on leur parle sur
YouTube, sur iPhone. On a une application Vin de Loire sur iPhone. Donc, et le message, c'est vraiment qu'est-ce qu'on dit sur ces nouvelles technologies? On leur dit, venez vous initier à la culture du vin. Et ça, c'est au niveau national. Et puis au niveau local, on a un certain nombre d'actions vers les jeunes. J'en prendrai 3. La première, c'est au sein même de l'université, on va les voir et on fait une semaine de sensibilisation au vin auprès des jeunes de l'université François Rabelais. Donc ça, on l'a fait 2 fois et on voudrait le refaire donc en 2012. Donc là, ce sont des sujets pour nous importants. On a mis en place des initiations à la Maison des Vins. On a délibérément axé vers un style un peu moderne, un peu jeune, initiation à la culture du vin. Et sur 1000 personnes formées cette année, on a 60% des personnes qui ont moins de 40 ans qui ont assisté. Donc pour nous, on est vraiment résolument tourné vers les jeunes. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on fait? On monte des actions de promotion comme par exemple Vitiloire, que beaucoup connaissent parce que c'est une opération régionale. On a 50% du public de Vitiloire qui a moins de 35 ans. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On essaie de créer la rencontre entre le vigneron, parce que c'est quand même ça l'objectif, et le jeune, pour que le vigneron puisse avoir l'espace, parce que c'est ce qu'attend le jeune en fait, de pouvoir rencontrer le vigneron qui lui parle de son métier, parce que cet échange-là, cette convivialité-là, elle est décisive, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'attend le vigneron. Et c'est ce qu'attend le vigneron. Voilà. Et en tant que viticultrice, on voit plus de jeunes aujourd'hui venir et avec peut-être d'autres questions que les personnes plus âgées, on va dire. Plus de jeunes que de plus âgés. Non, ou peut-être avec d'autres questions, peut-être une autre curiosité. Il y a énormément de. Faut pas oublier qu'il y a la transmission familiale, enfin, c'est-à-dire il y a énormément de familles en fait qui viennent avec leurs enfants, des gens qui ont une 50aine d'années qui viennent avec leurs enfants d'une 20aine d'années, et c'est aussi comme ça que ça se passe. Moi, je rencontre énormément en cave aussi des gens qui prenaient du vin déjà à mon arrière-grand-père. Donc ça veut dire que ça continue et que c'est une histoire et qu'il faut passer, que l'histoire continue en fait dans les deux sens. Ça peut continuer aussi au niveau d'un domaine viticole, le vigneron a ses enfants, etc. Mais ça continue aussi à l'intérieur d'une famille. Il y a cette passation-là, c'est une passation qui est intéressante aussi. Donc plus la transmission familiale finalement qu'une transmission, mais par l'intermédiaire donc on va dire de nouvelles technologies. Moi, je crois plus quand même à la convivialité humaine qu'à des choses un peu froides comme l'informatique, mais après, voilà, c'est personnel. Ils font énormément de choses et c'est très bien. Mais quand il dit, voilà, Vitiloire, c'est un événement qui est superbe parce que c'est vrai que nous, on vient à Tours, on se déplace, on a notre petite cabane et on fait déguster à des jeunes qui sinon ne viendraient pas en cave. Et on leur fait découvrir voilà, des choses qu'ils ne connaissent pas et ils posent des questions et on aiguise la curiosité et voilà, et ça fonctionne comme ça. Et ensuite on les retrouve en cave et le dialogue continue et l'échange aussi et c'est ça, voilà. Mais la convivialité, le partage, c'est la première chose. Après, il faut une étincelle, il faut que quelque chose se produise pour déclencher la rencontre. Le problème aussi, c'est que souvent, les gens, en fait, la génération 40, 50 et plus, ils ont l'habitude de descendre dans les domaines et de venir voir les vignerons, de traverser les campagnes et de venir les voir sur place. Eh ben, il faut pas oublier que ça, c'est possible en Loire et ailleurs. Il y a plein de domaines qui sont ouverts et voilà, et qui attendent. Et qui attendent. Non, qui attendent pas, mais oui, parce que c'est un partage, c'est important. Enfin, quand on a une passion, quand on fait quelque chose qu'on aime, on aime ça aussi partager et faire partager ce qu'on vit et ce qu'on aime. Et il y a plein de gens qui sont hyper demandeurs aussi de ça, de découvrir. Donc il y a encore une vraie réception donc au domaine et une vraie demande donc de réception au domaine, donc de découverte énormément. Les gens sont super curieux. On a tendance à oublier ça, on pense qu'ils sont derrière leurs ordinateurs à regarder ce qui se passe chez tel vigneron avec une webcam ou un truc, mais enfin non, quoi. Il suffit d'ouvrir les portes et de les laisser venir chez vous et voilà, de les accueillir et c'est le bonheur. Et aussi bien eux seront heureux, mais vous serez énormément heureux aussi à la fin de la journée. Vous aurez partagé quelque chose, c'est un vrai échange, c'est un échange humain, c'est hyper important, quoi. Enfin, voilà. C'est l'échange du sommelier, non? Le sommelier sur iPhone, non, ça marche pas encore, tout à fait. Ça peut marcher aussi, mais c'est un élément déclencheur. Ça se résume pas heureusement à ça, mais c'est une clé d'accès finalement pour aller plus loin. Et moi, je voudrais revenir sur les différentes initiatives qui existent. Il y en a quand même pas mal, même si on sait qu'on est encadré par des lois, des
des contraintes, etc., il y a quand même pas mal d'initiatives qui existent. Dans les vignobles, les casse-croûtes des vignerons, les vignerons qui font à manger, on peut venir, j'allais dire, partager un moment avec les vignerons, tout ça, c'est des belles initiatives. D'autres plus urbaines, la semaine du goût qui existe depuis très longtemps et qui depuis quelques années a intégré réellement le vin dans cette association Mets et Vins dans le cadre de la semaine du goût. Cette année d'ailleurs, Vin Société, dont on parlait tout à l'heure, était associé à la semaine du goût, et il y a des menus avec des prix spéciaux pour les étudiants. Alors, le fait majeur, certes, on boit, c'est une boisson avec de l'alcool aussi, mais en tout cas on peut avoir accès, et on a demandé aux sommeliers d'être un peu plus interactifs, comme on dit aujourd'hui, de faire jouer un peu les gens, de leur faire découvrir des vins. Moi, dans mon restaurant, par exemple, depuis toujours, j'ai plutôt tendance à proposer des menus surprises avec vins découvertes. Ça veut dire que simplement, on ne met pas les gens à l'épreuve, mais on leur fait goûter un vin dans un premier temps sans savoir ce que c'est, pour qu'ils aient d'abord pas d'a priori sur le vin, et pour qu'ils puissent juste en profiter, et puis en même temps réfléchir un peu sur ce que ça peut être. Et petit à petit mémoriser et connaître mieux son propre goût. Parce qu'il ne faut pas non plus imposer son goût. Certes, il faut un guide, c'est important, ne serait-ce que pour avoir un repère, mais après il faut savoir s'en éloigner aussi pour pouvoir se faire sa propre idée, sa propre opinion finalement du goût. Donc il y a quand même chaque année un certain nombre d'initiatives qui existent. Voilà, alors la semaine du goût c'est une semaine, mais dans beaucoup de restaurants ou ailleurs, ou chez des cavistes, il y a aussi beaucoup d'initiatives personnelles qui sont prises et qui font que c'est finalement attractif. Et puis, il y a quelque chose qui m'a marqué ces dernières années. Moi, je vois, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années, justement. Et puis, sans spécialement... Alors, ce sont mes enfants, je veux bien croire qu'ils ont effectivement bénéficié, je vais dire, effectivement, de l'accès à la cave plus facilement. Mais même leurs copains qui ne sont pas issus de cet univers, aux terrasses de café, et je sais que quand il fait beau maintenant aujourd'hui, c'est fréquemment qu'en passant, je vois des jeunes de cet âge-là qui boivent une bouteille de rosé. Alors, le rosé d'ailleurs a beaucoup progressé en termes de vente ces dernières années. C'est un vin peut-être plus facile d'accès, moins intimidant, parce que finalement, quand on est jeune, qu'on démarre dans le vin, est-ce que je vais dire que c'est bon, est-ce que je vais dire que c'est pas bon, comment je vais être jugé, etc. Donc, par exemple, le rosé, c'est un bon exemple d'un vin simple, accessible, frais, par définition souvent, fruité, pas compliqué finalement, et en termes de prix également. C'est important, une bouteille de rosé dans un bar, ça coûte beaucoup moins cher que si tout le monde prend une bière, donc il y a l'aspect rapport aussi économique qui est extrêmement important et qui peut permettre d'être un élément effectivement déclenchant pour de futurs consommateurs d'autres types de vins. Et dans le cadre des questions justement que peuvent poser, puisque c'est ce que j'évoquais, il ne semblait pas qu'il y ait de différence, ou en tout cas au domaine, est-ce que le sommelier voit une différence dans le questionnement, on va dire, des jeunes, là, des jeunes par leur âge, par rapport justement à des personnes qui seraient, eux, des consommateurs nouveaux, qui auraient aussi une méconnaissance du domaine. Est-ce que le questionnement, l'entrée dans le domaine se fait de la même façon Alors, il faut dire quand même quelque chose qui est important, c'est que nous, sommeliers, on travaille dans des restaurants, et finalement, la clientèle des restaurants, c'est pas une clientèle très jeune. La plupart des sommeliers travaillent dans des maisons d'un certain niveau, et finalement, la clientèle, c'est pas des jeunes adolescents qui viennent nécessairement manger très souvent dans ce genre de restaurant. Donc, on a déjà un public un peu ciblé. Donc, c'est rarement dans le cadre stricto sensus de notre activité professionnelle que finalement on va avoir affaire à cette possibilité d'éduquer. Elle se fait quand les gens viennent en famille et que finalement tout le monde va goûter et que le sommelier peut être effectivement un lien complémentaire ou un élément d'influence pour que le jeune soit même à pouvoir ressentir quelque chose de particulier parce que les autres personnes de la table n'ont peut-être pas l'éducation ou aussi peuvent être intimidés et ne veulent pas non plus se positionner trop. Donc là, mais sinon c'est plutôt en dehors finalement. Moi je croise beaucoup de gens en dehors de mon métier et là effectivement le fait qu'on soit sommelier, tiens, profites-en. Ou est-ce que vous pouvez pas parler un peu à mon fils de ça, ou est-ce que vous ne pourriez pas venir un jour, on a une petite réunion, tout ça, il y a des jeunes qui voudraient apprendre un peu. Et donc là, tous ces éléments en dehors de notre activité directe
sont extrêmement importants aussi dans cet édifice de formation et et dans ce d'information. cadre-là, le questionnement est le même. C'est des questions, elles sont extrêmement diversifiées, les questions. Ça peut aller à ce que, oui, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Alors là, il faut un peu argumenter un peu, c'est à ses limites, on est tous d'accord. Moi, finalement, j'ai eu l'occasion déjà de goûter, mais j'aime que les vins blancs. Alors les vins rouges, j'ai jamais eu. Donc on explique ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, que c'est une question de goût et qu'avec le temps, le palais se forme et qu'effectivement on pourra apprécier d'autres choses. Ou alors, il y a vraiment toutes sortes de questions. Chaque cas est presque un peu particulier d'ailleurs. Hein. Et beaucoup aussi arrivent au vin dans les jeunes par rapport à leur propre carrière. C'est-à-dire que c'est un statut social, le vin aussi. C'est important. Dans beaucoup de pays, on évoquait tout à l'heure avec Gildas, l'Asie par exemple, c'est clair que la passion des Chinois aujourd'hui pour le vin, avant pour les spiritueux, et toujours d'ailleurs pour les spiritueux, le cognac en tête, mais le vin aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une réussite sociale. Et l'envie de démontrer qu'on a réussi et que finalement on connaît le vin. Alors, des fois, c'est le prix seulement qui va faire que si la bouteille coûte 3000, c'est mieux que si elle coûte 500. Alors, c'est bien pour les grands producteurs français qui vendent leur vin relativement cher ces dernières années. C'est pas que des connaisseurs aussi, mais c'est en tout cas une chance quand même pour le vin de faire partie de ce qui fait référence au patrimoine, et pas que national, mais mondial, à cette réussite, à cette voilà. Et puis quand on reçoit dans un restaurant, il faut recevoir. Si on veut faire des affaires, ça se passe souvent à table, malgré tout, même si les affaires sont plus difficiles aujourd'hui qu'avant. Et comme elles sont plus difficiles, il faut être plus astucieux. Donc connaître peut-être un peu plus les vins et pas simplement prendre le plus cher, etc. Et valoriser un vin qui va peut-être moins cher sur la carte par le fait de connaître, d'être allé se balader dans les vignes de Bourgueil et d'ailleurs et de pouvoir argumenter un petit peu. Donc pour pouvoir justifier tout ça, il faut avoir un minimum de connaissances. Et pour ça, c'est un élément aussi motivant pour réussir par ailleurs. Exactement. Et justement, on évoquait tout à l'heure le fait que si on regarde les chiffres, la population consommatrice de vin en France est plutôt âgée. Hein, donc, est-ce qu'il en est de même à l'étranger? Est-ce que ça a le même clivage, on va dire, générationnel, ou est-ce qu'au contraire, peut-être est-ce l'inverse, puisque ce sont des pays qui... Je dirais que la tendance effectivement est plutôt à l'inverse, notamment au niveau des États-Unis. Je vais revenir un peu sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Je prends le cas des États-Unis où la consommation des vins dans le segment 21-30 ans est en forte hausse. Une des raisons pour lesquelles les jeunes consomment plus, c'est que les marketeurs s'intéressent beaucoup plus aux jeunes. Je pense qu'en France. Tu me diras si je me trompe ou pas. Donc là, on a un phénomène au niveau. Alors c'est vrai que la consommation des vins en France chez les jeunes est toujours relativement importante par rapport à la consommation aux États-Unis ou en Australie ou même en Angleterre, mais ceci dit, on est effectivement dans une tendance inverse. C'est extrêmement dynamique, c'est un peu atomisé dans les pays anglo-saxons, mais effectivement c'est extrêmement dynamique. Et on a une augmentation très sensible de la consommation, notamment aux États-Unis, mais aussi en Australie et en Angleterre. Et en même temps, une explosion bien évidemment des formations qui sont dédiées à l'apprentissage des vins. Non pas uniquement chez les restaurateurs, enfin ceux qui se destinent à la restauration, mais aussi bien évidemment chez les jeunes en général. Voilà, c'est effectivement socialement, comme disait Philippe tout à l'heure, socialement le vin devient très important, même dans des cultures où le vin n'était pas forcément intégré avant à part entière, comme une culture à part entière. Et ça, c'est important de le dénoter, mais c'est aussi parce que derrière, il y a le vin, c'est du business. Derrière les jeunes, c'est une clientèle. Et donc effectivement, pour reprendre le cas des États-Unis, effectivement, il y a des gens qui sont spécialisés dans le marketing pour les jeunes. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. Et de ce point de vue-là, en dehors du marketing, est-ce que les formes d'éducation qui existent dans ces pays sont fondamentalement différentes des nôtres? C'est un peu, pour l'instant, c'est un peu atomisé, ça va un peu dans tous les sens. Mais alors, il y a effectivement, sur la France, on a la chance pour l'instant on a des formations qui sont de qualité, qui sont, je dirais, bien ordonnées.
Aux États-Unis et dans d'autres pays, hein, comme l'Angleterre par exemple, et l'Australie, il y a une dynamique qui est un peu différente, c'est-à-dire que tout est permis. L'apprentissage des vins peut se faire de façon différente. Alors je prends juste un exemple qui est intéressant. Ils en sont vraiment aux prémices. Comme en Australie par exemple, vient d'ouvrir une des premières formations en sommellerie à Sydney. Et, ça peut nous paraître bizarre, mais cette formation sommellerie, qui est une des premières en Australie, est dédiée uniquement aux vins étrangers. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'apprentissage des vins australiens se fera directement sur le terrain. Et considèrent qu'il n'y a absolument aucun intérêt à faire une formation sommellerie dédiée aux vins australiens, ce qui est un peu atypique. Hein. Oui, mais c'est ce que m'expliquait donc le responsable de cette formation. Les jeunes vont et viennent, ils sortent du cursus scolaire, ils vont grappiller un petit peu à droite et à gauche, ils reviennent après pour faire ces formations. Donc les choses se font, c'est un peu moins cloisonné, un peu moins, entre guillemets, sclérosé, si je puis dire. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible. Pour reprendre encore le cas des États-Unis, aux États-Unis, alors être serveur, ça n'a jamais été un métier. C'est pas considéré comme un métier. De même, être sommelier, vous pouvez très bien être sommelier du jour au lendemain. Vous n'avez pas forcément besoin de formation. C'est-à-dire que le restaurateur ne va pas forcément vous demander une formation, une mention complémentaire ou une formation spécifique aux sommelleries pour devenir sommelier. Donc même si les choses sont un peu plus libéralisées, si je puis dire, mais il y a moins de contraintes, mais il y a moins d'organisation aussi sans doute, pour l'instant. Donc le métier de sommelier serait français en termes de formation. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Europe, ailleurs? Oui, non, il y a pas mal de pays qui ont des formations structurées. Enfin, la plupart des pays européens sont quand même très avancés. Il y a un concours international, meilleur sommelier du monde. Exactement. Dans lequel, dont tout à l'heure vous m'avez prêté quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, puisque je suis moi le 7e lauréat de l'histoire du concours et m'ont précédé 4 Français. Donc je suis le 5e Français de l'histoire à avoir gagné le concours. Et il y en a un depuis, qu'on connaît bien ici dans la région, qui est Olivier Poussier, qui a gagné en 2000, et qui est le seul candidat qui a gagné pour la France. Parce que le dernier en date, Gérard Basset, est français, mais a gagné pour l'Angleterre. Donc il y a effectivement... Oui, mais il a la double nationalité, voilà. Il s'appelle Gérard Basset, d'ailleurs, il ne s'appelle plus Gérard Basset. Et... donc, il y a quand même de bonnes formations dans beaucoup de pays. En Espagne notamment, hein, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Le Japon. Alors, plus loin, le Japon. Alors, le Japon, c'est un vrai phénomène. Qu'est-ce qui a déclenché finalement ça au Japon? D'abord, je pense l'amour viscéral que les Japonais ont pour la France joue beaucoup depuis très longtemps. Les relations franco-japonaises aussi bien organisées. Cette aussi passion des Japonais pour la cuisine, il y a de très grands chefs japonais, etc., a été un élément aussi important pour les Japonais. Et puis ensuite, pour la sommellerie spécifiquement parlant, le concours de meilleur sommelier du monde 95, donc mon successeur, Shinya Tazaki, qui a gagné à Tokyo sur cette ère le concours de meilleur sommelier du monde, ça a été derrière un véritable engouement pour le métier de sommelier. Alors pour le vin, il y avait déjà un intérêt, et pour le métier de sommelier, c'est quelque chose d'extraordinaire. En quelques années, d'abord lui, c'est devenu une véritable star, une référence dans son pays. Et ensuite, le nombre de sommeliers a été multiplié, mais d'une façon considérable. C'est aujourd'hui la plus grosse association mondiale de sommeliers, puisqu'ils sont à peu près 8500 membres, alors qu'en France, nous sommes 1500 à peu près. Donc c'est un vrai engouement pour l'univers. Alors, c'est pas que des sommeliers travaillant dans des restaurants. Dans les membres de l'association, il y a aussi toutes les hôtesses de l'air de Hana ou de Jal qui ont suivi une formation et qui sont donc diplômés de l'association des sommeliers du Japon. Il y a un certain nombre de gens qui n'exercent pas directement, mais tous ont suivi la formation, tous ont eu cette éducation au vin, à la dégustation, etc. Et sont petit à petit eux-mêmes des grands ambassadeurs de tout ça. Et d'ailleurs, je me souviens d'une enquête qui avait été faite à l'occasion de Vinexpo il y a quelques années, qui avait eu lieu en Asie, à Tokyo, même si aujourd'hui c'est plus à Hong Kong. Ils avaient demandé à des jeunes, en tout cas Vinexpo ça en a été servi, mais ils avaient demandé aux jeunes quel est le métier qui vous fait le plus rêver aujourd'hui. Alors il y avait acteur de cinéma, présentateur de télévision, ingénieur d'informatique, etc., créateur de mode, enfin peu importe. Et les métiers de sommelier étaient sortis dans les 10 métiers que
que les jeunes Japonais avaient envie de faire. Donc c'est quand même une très belle récompense pour l'univers du vin et de la dégustation. Donc avec non seulement des titres, mais aussi une formation donc, qui existe et qui est donc Exactement. très suivie. Quoi. Tout à fait. Peu nombreux quand même sur les, effectivement, il y a quand même pas mal de pays qui sont très bien structurés. À l'heure actuelle, je pense que la France est le pays où il y a le plus, au moins deux formations accréditées par l'État. Et ça, c'est important aussi, parce qu'ailleurs, on peut avoir des formations, mais qui sont pas forcément accréditées, qui n'ont pas forcément d'accréditation. Hein. Je pense aux États-Unis notamment. Donc la France est quand même le pays où il y a les formations qui sont effectivement les plus structurées, mais il y a aussi, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, certaines petites choses peut-être à revoir dans cette formation. C'est-à-dire, c'est-à-dire tout simplement que je vous disais tout à l'heure, hein, pour prendre deux cas extrêmes, en Australie, on privilégie la formation sur les vins internationaux. En France, dans nos formations, dans la formation sommellerie, la part qui est allouée à la formation des vins étrangers est extrêmement faible. Et ça, je pense que c'est un souci, sincèrement. Même si je ne jette pas l'opprobre évidemment sur mes collègues de sommellerie, mais je pense qu'à un moment donné, il est important de se rendre compte que si la France est la mère de tous les vins, c'est ce que disent les anglo-saxons très souvent, elle a fait des petits qui se sont émancipés. Et donc il est extrêmement important d'avoir un œil un peu partout. Voilà. Oui, pour revenir sur ce qu'on vient de dire, sur le métier de sommelier, donc, qui est encore un élément différent de la motivation des jeunes, des formations, etc., mais qui est un élément important parce que finalement les gens qui rentrent dans ce métier sont jeunes au départ, et puis pourquoi ils ont la passion un jour, etc. Il ne faut pas oublier que ce métier dont on parle, qui est devenu aujourd'hui un vrai métier, était une fonction avant. Tout à l'heure, Gilles se le rappelait aux États-Unis ou ailleurs, hein. C'est pas qu'aux États-Unis, on peut. Vous allez être sommelier, à partir du moment où vous n'êtes pas trop maladroit, que vous allez servir à peu près comme il faut, mais c'est pas ça la connaissance. Ça, c'est juste du dépannage, du service, etc. Et pendant longtemps, c'était une fonction, c'était pas franchement un métier. On ne se formait pas, on n'avait pas une carrière. Voilà. Et donc, on était là un peu des fois par hasard, on y restait un certain temps, on allait faire autre chose après. Et aujourd'hui, c'est vrai que grâce à toutes ces formations dispensées dans le cadre de l'éducation nationale ou des formations privées qui existent aussi, il y a quand même franchement une belle formation qui existe. Et d'ailleurs, le métier de sommelier fait partie maintenant depuis 2000 hein, du concours des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est une reconnaissance supplémentaire que l'État français a reconnue à ce métier de sommelier. Et c'est donc une étape supplémentaire vers effectivement une professionnalisation plus affûtée du métier de sommelier. Et d'ailleurs, hier soir, nous étions avec les meilleurs ouvriers de France à l'Élysée, reçus par le président Sarkozy. C'est vrai que ça m'est revenu en mémoire tout à l'heure, des anecdotes plus personnelles avec lui. Et donc, il a honoré l'ensemble des métiers, 190 métiers. Et la sommellerie en fait partie aujourd'hui avec beaucoup de gens de la restauration, les cuisiniers bien sûr, qui sont la classe la plus importante. Hein, il y a plus de 700 candidats à chaque concours. Nous, en sommellerie, nous étions 70 quand même qui ont osé se présenter au concours. Donc c'est quand même une très très belle, très beau score par rapport à l'ensemble des gens du métier. Barman, maître d'hôtel, gouvernante, etc. Il y a beaucoup de métiers maintenant qui sont reconnus et qui défendent l'image de la profession. Dans ce meilleur ouvrier de France en sommellerie, la part au vin étranger est toujours aussi faible que ce qui a été décrit et ce qui est la réalité, effectivement. Alors, ou est-ce qu'on a élargi un petit peu plus? On a élargi pas mal. Mais la question se pose toujours, moi qui ai fait des concours et qui maintenant participe pas mal à leur élaboration, en tout cas aux réflexions sur le métier et sur les concours. Je me souviens, moi, d'une époque où il n'y avait pas de question, aucune question sur les vins étrangers. Les jeunes sommeliers, le trophée Ruinart à l'époque, du Val-le-Roi maintenant, on disait non, mais c'est que les vins français. Alors, de temps en temps, il y avait une question sur le Porto, mais comme c'est le plus français des vins étrangers, enfin bon, c'était super anecdotique. Petit à petit, après, on a dit pour le meilleur sommelier de France, est-ce qu'on va faire des questions sur les vins étrangers pour le meilleur sommelier de France? Il y a 20 ans de ça. Petit à petit, effectivement, on est arrivé à faire effectivement des questions sur les vins étrangers. Lorsque j'ai gagné le concours du meilleur sommelier du monde, il y a bientôt 20 ans, hein, ça fera 20 ans l'année prochaine,
il y avait déjà à l'époque quasiment, je me souviens du questionnaire de Rio, il n'y avait pratiquement pas de questions sur la France. Donc nous, Français, moi j'étais super étonné en arrivant à Rio. Heureusement, j'avais bien bossé le reste, parce qu'il y avait très peu de questions sur les vins français. En dégustation, sur l'ensemble des 3 jours, on a eu un vin français à déguster, à reconnaître à l'aveugle. Heureusement, je l'ai trouvé. Et au niveau du questionnaire, il y avait beaucoup de choses générales touchant l'œnologie, etc., qui sont pas localisées. Mais les questions sur la France étaient très très limitées. Et aujourd'hui, on reste à peu près sur ce distinguo-là. Sauf que sur les questions du meilleur jeune sommelier de France qui va avoir lieu lundi, là, à Vertu, en Champagne, c'est la finale nationale du concours de meilleur jeune sommelier de France. C'est pas moi qui ai fait les questions, je peux en parler très librement, mais je sais très bien que la partie des vins étrangers sera non négligeable. Et c'est important. Et justement, là, on parlait tout à l'heure communication en direction donc de l'interprofession en direction de la France et des jeunes en France. Oui. Est-ce qu'il y a une... puisque là on parle communication, donc, donc on va utiliser des termes de communication, est-ce qu'il y a un ciblage particulier des jeunes à l'étranger et est-ce que ça fait sous la même forme? Alors, il faut savoir que à l'étranger, on travaille déjà avec nos amis du Sancerrois. La Loire est grande. Et donc, on a un discours ligérien qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le fait que les vins de Loire sont particulièrement bien placés en restauration. Et les vins de Loire ont du sens quand ils sont à table. Et quand je vous parlais de plaisir dicté et de plaisir spontané, et que pour nous, le plaisir spontané, c'était important, c'est-à-dire qu'en Loire, on n'a pas forcément des châteaux aussi connus qu'à Bordeaux, on n'a pas forcément des grands crus, on n'a pas le prestige de la Bourgogne, et pour nous, la dimension du vin plaisir, du vin digeste, du vin qu'on boit à table, et du vin qu'on choisit et que l'on consomme non pas forcément pour l'étiquette et pour son prestige, mais parce que à la fin du repas, la bouteille est vide. Et on a pris un vrai plaisir à goûter et à déguster ce vin. Cette dimension-là, elle fait partie de notre identité. Et on la défend. Alors, ce pourquoi on cible particulièrement les prescripteurs à l'étranger, qui sont notamment les sommeliers. Les sommeliers ou les leaders d'opinion, la presse du vin qui est spécialiste de la gastronomie. Et on travaille essentiellement sur des marchés cibles, qui sont nos marchés prioritaires. Donc, pour en citer quelques-uns, évidemment, on a l'Angleterre. En intracommunautaire, on a la Belgique, qui est un marché où les Belges aiment beaucoup les vins de Loire. L'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada et le Japon. Donc voilà un petit peu comment on travaille. Et puis, pour citer par exemple, on parlait tout à l'heure du Japon. Les Japonais, voilà un pays fascinant. Les Japonais ont une extraordinaire capacité à apprendre. Ils connaissent parfaitement bien nos vins. Ils sont très disciplinés, ils sont travailleurs. Donc, c'est quelque part quand on travaille avec les sommeliers japonais, on prend un vrai plaisir parce que être sommelier de haut niveau, c'est du sport de haut niveau. Hein. Faut être rien n'est laissé au hasard. Et travailler avec les Japonais, donc on leur donne une information, on leur fait goûter un vin, on leur enseigne une méthodologie, ils s'y appliquent et voilà. Donc pour nous, c'est tout à fait le type de marché qui est pour nous intéressant à travailler. Donc on a créé, au début des années 90, le concours du meilleur sommelier japonais des vins de Loire, avec la Sopexa. On l'a fait pendant 8 ans, y ont participé plus de 4500 sommeliers ou amis sommeliers au Japon, qui aujourd'hui sont dans bon nombre de restaurants au Japon, et qui portent la bonne parole des vins de Loire. Voilà, un petit peu comme on travaille. Un cas concret, on en fait beaucoup d'autres, on fait aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle des roadshows aujourd'hui, on fait déguster les vins auprès des spécialistes. Voilà, donc voilà un peu le type d'action que l'on mène. On ne fait pas de communication très peu grand public à l'étranger, par nécessité économique, ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire que le consommateur étranger accède au vin d'abord, comme disait tout à l'heure Philippe, accède au vin tout à l'heure par
par l'étiquette, quelque part. Et c'est bien comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, le consommateur chinois, l'amateur, il est prêt à débourser très très cher pour acheter une grande bouteille de Bordeaux, une grande bouteille de Champagne. Et il va accéder à la Loire. Il va se former et la génération suivante va accéder à la Loire parce qu'elle aura pris goût à la culture du vin. Elle cherchera des vignobles, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, on en fait partie, de deuxième main, comme l'Alsace, comme la Loire, où voilà, on arrive, nous, les Bordeaux, Champagne a bien travaillé, entre guillemets, a fait son boulot de défricheur, et nous, la Loire, on arrive après. Bien souvent, ça se passe comme ça. Je caricature, mais ça se passe souvent comme ça. Donc plutôt un travail quand même indirect, c'est-à-dire que ce soit auprès des prescripteurs, oui. De la même façon qu'au niveau au niveau des jeunes, c'est un travail en direction des futurs prescripteurs qui sont les élèves sommeliers. Tout à fait. Il n'y a pas de travail finalement spécifique dans le cas d'Interloire, ciblant la population jeune en termes de goût, en termes de, non, elle est essentiellement, en termes de transmission de toute la culture qu'il peut y avoir dans cette région. Elle est essentiellement centrée sur la France, pour nous, en ce qui concerne spécifiquement la jeunesse. C'est une question pour nous stratégique, parce qu'on a un grand bassin de consommation régionale très fort. La Loire exporte peu ces vins, on n'exporte que 20% de nos vins. Et si on enlève Sancerre et le Muscadet, qui sont des gros exportateurs, reste 10% des autres vins qui sont exportés, donc c'est très peu. Et la Loire a cette spécificité, comme l'Alsace, de vendre plus de 50% de ses vins en vente directe, au caveau, comme disait Stéphanie. Et parce que la région parisienne, parce que la Normandie, la Bretagne, la Loire sont des grandes régions qui aiment nos vins. Les Anglais, les Belges, les Hollandais séjournent ici et c'est vrai qu'on a ce handicap d'être faible à l'export, en même temps c'est une force. C'est-à-dire on accueille au domaine, c'est une tradition ligérienne. Vous appelez un domaine comme Stéphanie Callot et ils vous reçoivent du lundi au samedi sans aucune difficulté. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les grandes régions viticoles et ça c'est une chance, c'est une force de la Loire, faut le dire. Donc voilà, nous on a cette culture du commerce, on a cette chance d'être dans une région touristique d'accueil. Et en Indre-et-Loire, on a 750 domaines viticoles qui sont ouverts quasiment tous les week-ends et c'est probablement le plus grand musée de Touraine, hein, parce qu'on y reçoit des milliers et des milliers de touristes chaque semaine. Et donc au domaine Callot, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et qui ont des demandes particulières, Il y en a pas mal, mais ils n'ont pas forcément de demande particulière en fait. Je crois que le monde du vin, tout le monde s'y retrouve en fait, et tout le monde cherche un peu la même chose, la convivialité, le partage, la découverte, comprendre certaines choses, certaines personnes à un certain niveau et voilà, et d'autres un peu moins, et certains vont juste s'attacher à goûter, à faire une dégustation, et à savoir avec quel plat on va bien pouvoir se faire plaisir avec ses amis, et puis d'autres vont poser des questions un peu plus sur la vigne, sur le vin, sur notre façon de travailler, etc. Mais ça, que ce soit des Français ou des étrangers, des Européens ou des États-Unis, des gens d'Australie ou peu importe, c'est toujours pas de demande plus technique, on va dire, par exemple, en termes de connaissances techniques. En tout cas, moi, mon approche sur mon domaine. Non, mais c'est un contact, bien sûr. Très bien, je pense que là le temps a passé, donc on a évidemment abordé beaucoup de sujets. On a un peu dérivé d'ailleurs. On est parti sur la sommellerie beaucoup, mais c'était très bien parce que c'est effectivement une interface important en termes de transmission. Donc avant de conclure, peut-être dans la salle quelques questions. Alors, je vois des bras qui se lèvent. Alors je ne sais pas où se situent les micros. Il y en a là-bas sur la scène. Il y en a un sur la scène. Alors je vais me déplacer pour le porter. Sur l'angle là-bas. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Oui, ben voilà. Bon, je vais donc me promener puisque nous avons été abandonnés. Donc une question. Oui. Ici là-bas. Vous êtes plusieurs. Alors attendez, tout de suite. Bonjour, Françoise Doucet, je suis formatrice en hygiène et sécurité alimentaire auprès des professionnels de la restauration. Alors j'ai une question qui est toute simple parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt.
Vous avez parlé donc donc des jeunes qui ont accès à la connaissance des vins. Alors c'est une question qui est vraiment, voilà, c'est samedi soir. Et je voulais vous parler justement, ce samedi soir me fait penser donc aux jeunes qui n'ont pas accès donc à la formation autour du vin, qui n'ont pas cette relation à la préparation, enfin à la culture, à comment on fabrique le vin, etc. Et ça me fait revenir quelques années en arrière, je dirais pas combien d'ailleurs, à Rennes, où le jeudi soir ou le samedi soir, dans la rue de la Soif, les jeunes avaient vraiment soif. Donc des jeunes non initiés, je dirais. Alors, c'est plus une question de créativité pour voilà, voir l'avenir un peu différemment. Quel message ou quel type d'action ou quel fil conducteur est-ce que vous verriez? Comment étancher la soif en fait de ces jeunes différemment qui n'ont justement pas accès à ces belles formations dont vous parlez? Peut-être que je peux donner une ou deux pistes, et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait parler, qui était le docteur Caro, qui était là-bas, qui aura peut-être effectivement des pistes aussi dans ce sens-là, puisqu'il est rennais, donc, et il a travaillé sur justement le travail auprès des jeunes, justement pour apprendre. Je crois qu'un peu la position, enfin, si on doit me contredire, on va le faire, la position qui est la nôtre ici, c'est de dire que l'apprentissage de la culture du vin est un apprentissage justement qui a en lui-même justement un autre rapport au vin et donc à l'alcool qu'il contient. Dans le vin, on boit plus que l'alcool. Et on n'y va pas pour l'alcool. Et d'ailleurs, si on y allait pour l'alcool, je pense qu'il y a d'autres boissons qui ont un effet beaucoup plus rapide. Donc tout ce qui effectivement autour du vin fait partie de sa culture, du sens qu'il y a, du rapport au monde, du rapport à la plante, du rapport aussi à des humains qui travaillent depuis des siècles, fait justement l'attirance qu'on peut avoir pour le vin, et fait que finalement l'alcool, je ne dis pas qu'un peu d'alcool, un peu d'ivresse c'est toujours plaisante, mais l'alcool n'est pas le moteur, quoi. Et je pense qu'il y a un glissement effectivement à partir du moment où vous faites découvrir autre chose derrière ce verre entre guillemets d'alcool qu'est le vin, que l'alcool qu'il contient. Je crois que là on gagne une partie en tout cas, et c'est vrai que je pense qu'à Rennes, les jeunes qui boivent, peu importe ce qu'ils boivent, et le but n'est pas en soi la connaissance de la boisson qu'ils ont dans leur verre. Ils sont là pour autre chose. Alors peut-être que Guy Caro a un complément de... Oui, merci. Donc juste à quel titre j'interviens? Donc mon nom c'est Guy Caro et je suis médecin et d'abord alcoologue, puis anthropologue, c'est-à-dire interdisciplinaire. Je suis passé par l'alcoolologie, c'est-à-dire la prévention et l'aide au traitement des problèmes d'alcool. Et je suis enseignant-chercheur sur ces questions-là, notamment pendant 6 ans dans une école supérieure de commerce à Rennes. N'écoute pas ton médecin, comme lui, fume la pipe et boit du vin. C'est un dicton français, ça, qu'on voit dans des bistrots quelquefois. Une question essentielle n'est pas souvent abordée par les sommeliers, par les interprofessions viticoles, c'est la suivante. Y a-t-il des obstacles à la transmission du vin parmi les jeunes? Et si oui, lesquels? Depuis 1990 en France, le vin a été progressivement diabolisé, ce qui n'était pas le cas avant 1990. C'était la loi Evin contre l'alcoolisme. Ce n'était pas grand-chose par rapport à la situation d'aujourd'hui. En 1999, et depuis, ça s'est aggravé régulièrement, le vin a été assimilé aux drogues parce que l'alcool est devenu officiellement, en 1999, pour le gouvernement français, une drogue légale. Et on a fait la confusion entre l'alcool, qui est en effet une drogue, et les boissons fermentées, aussi un peu les autres boissons alcoolisées, mais les boissons fermentées, notamment le vin, la bière, le cidre, qui ne sont pas de l'alcool. Elles contiennent l'alcool, mais elles contiennent bien autre chose grâce à la fermentation.
Et le principal obstacle aujourd'hui, et ça s'est aggravé récemment, vous le savez, par la décision gouvernementale, il y a quelques mois, d'interdire ce qui était interdit aux moins de 16 ans avant, d'interdire aux moins de 18 ans, c'est-à-dire aux majeurs, de consommer librement et d'acheter des boissons alcoolisées. Et là, ça vient d'où? Ça a été une petite question, a été évoquée très brièvement par monsieur, je reprends son nom, monsieur Gouvazé, hein, c'est ça? Oui. Et par monsieur Fourbrac, hein, il nous pose des questions sur la santé. Puis vous en êtes resté, et vous, l'AMPA, les attaques de l'AMPA, et c'est quoi l'AMPA? C'est l'un des bras armés majeurs en France, national, d'un puissant lobby anti-alcoolique de santé publique, dont les pouvoirs, les discours et les pratiques sont anti-vin. Et notamment, si on se place du point de vue de la majorité, je ne dis pas de tous, des parents et de leurs enfants, et là, excusez-moi, monsieur Chassaing, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais j'estime que 2 ou 3 minutes, et ça s'arrêtera là, 2-3 minutes. et ça s'arrêtera là, par rapport au débat transmission du vin pour les plus jeunes, c'est-à-dire les 18, à partir de 18 ans pour les majeurs, et ce n'est pas du tout la même chose pour les 14, 16, et parfois avant, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que les jeunes de 13-14 ans boivent des alcools forts et parfois dans des conditions dramatiques, des comas éthyliques et d'autres. Et donc la question, c'est ça. Est-ce que le vin dit on s'en fout, on verra plus tard, on essaiera de faire comme le Japon ou les États-Unis, bon, ou est-ce que on a une autre attitude face à ce rapport de force en France qui n'est pas adopté par la majorité des Français? Bon. Alors, donc, je termine, comme je l'ai dit. Oui, non, mais je sais. Oui, bon, d'accord. Bon, si on m'interrompt plus du tout, ça va aller plus vite. Hein, et je promets d'aller vite. Hein, voilà. Alors, donc, l'une des questions, c'est un chantier nous attend, qui s'appelle notamment, et moi je bosse sur un colloque en 2013 avec Jacques Puiset, Pascal Horry et quelques intervenants d'autres pays qui étaient là depuis hier matin, un colloque sur la transmission du savoir-boire et du savoir-manger. Savoir-boire au sens, les qualités, apprécier le vin notamment, et apprendre à l'apprécier, mais aussi maîtriser individuellement et collectivement les risques de problèmes d'alcool et d'alcoolisme. Ce qui s'apprend, et ma question va s'adresser maintenant à M. Chassaing, hein, parce qu'il a une expérience peu commune, il a travaillé à l'interface de l'œnologie avec Jacques Puiset et de l'alcoolologie avec une équipe bretonne de recherche appliquée sur des innovations de pédagogie cohérente avec et pour des jeunes, et qui ont bien marché. La question, c'est simple, c'est qu'est-ce que vous pensez du très peu que je viens de dire, en très peu de temps, hein, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette question pour l'avenir de la transmission du vin parmi les jeunes, adressée à M. Chassaing. Oui, enfin peut-être que parmi mes collègues autour de la table, certains ont aussi quelque chose à ajouter. En 2 mots, j'aurais pas grand-chose de plus à dire que ce qu'on a entendu. C'est un état des lieux qui me semble assez juste. Hein. C'est vrai que par rapport à d'autres pays, on peut penser à l'Espagne pour un pays viticole assez proche, le discours qui est porté sur le vin n'est pas du tout le même que celui qui est porté en France, où on a effectivement un discours de diabolisation. Et je crois que beaucoup des professionnels qui sont entre autres ici, hein, et ils sont toujours un peu en porte-à-faux par rapport à ça, parce que c'est pas du tout, évidemment, lorsque l'on parle du vin, lorsque l'on veut communiquer autour du vin, on ne communique pas sur une boisson alcoolisée, on communique sur autre chose. Et il y a toujours effectivement, parfois, je me rappelle avoir entendu d'un vigneron il y a quelques années dire j'ai découvert, et on m'a dit que je vendais de la drogue, quoi. Et donc, c'était un petit peu ça. C'est vrai qu'il y a un discours ambiant qui peut effectivement, qui est particulièrement en France, orienté contre le vin, parce que le vin, effectivement, est très présent. Je pense que c'est la présence du vin en quantité. Je ne rajouterai pas autre chose, parce que je crois qu'effectivement, les réponses étaient un peu dans les questions. Oui. Dans un restaurant où il n'y a pas de sommelier, c'est que souvent l'étiquette des vins ne fait pas mention du cépage.
En Touraine, on est dans une région où les cépages sont quand même diversifiés. Quand on vit en Touraine, on connaît l'importance d'un cépage pour faire un vin. Hein, ça commence là, avec le terroir. Et je trouve très dommage que l'on ne sollicite pas aussi cet aspect, parce que les gens sont de plus en plus intéressés par le végétal, par, disons, la traçabilité, l'origine. Et le végétal, la vigne, le cépage, c'est dommage. Souvent, c'est éludé. Si vous n'êtes pas dans un restaurant où il y a un sommelier digne de ce nom, parfois, quand vous allez au-delà du Val-de-Loire, parce qu'on a une connaissance de tous les vins qui puissent exister, les restaurateurs, enfin les serveurs, sont incapables de vous parler, de vous dire de quel cépage il s'agit. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, la difficulté alors il y a pas mal de vins quand même qui ont le cépage. Il y a aujourd'hui beaucoup de viticulteurs qui, sur la contre-étiquette, mettent l'assemblage, si assemblage il y a, ou le cépage s'il est unique. Ça, c'est un problème de législation. Hein. L'INAO en France estimait qu'il ne fallait pas réduire le vin et les terroirs simplement à un cépage ou à un goût, comme dans certains pays du reste du monde. Et donc, effectivement, sur les bouteilles de Bourgogne, il y a rarement marqué Chardonnay au Pinot Noir. En tout cas, c'est même des fois interdit de le mettre, même si la législation a tendance un peu à s'assouplir ces dernières années. Donc, comme vous le dites, il y a la plupart des endroits quand même où on vend, enfin où il y a des sommeliers, je pense que les renseignements sont disponibles. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous allez dans un grand magasin où il n'y a pas franchement de conseils et vous êtes devant un tas de vins dont vous ne connaissez pas nécessairement la provenance et pour lequel effectivement l'idée du cépage pourrait être une bonne indication. Il faut avouer que de plus en plus, je disais en introduction de mon propos, sur les contre-étiquettes ou autres, on arrive toujours à retrouver un certain nombre d'informations. Micro. On va vous rapporter le micro rapidement, même si on va bientôt éteindre la lumière, vous en faites pas. Voilà. Oui, madame. Oui, le problème, il n'est pas de vouloir une information du viticulteur, une information en plus, c'est pas ça. C'est sur le côté curiosité. Moi, c'est pas mon problème de choix dans un grand magasin. Je n'achète jamais de vin dans un grand magasin. C'est une question de curiosité. Et quand on boit un vin, qu'on s'intéresse au terroir, au cépage, justement à cet aspect, aux caves, etc., je pense que c'est dommage qu'on ne puisse pas toujours nous expliquer. Moi, ça m'a ouvert aussi. En lisant votre livre, j'ai découvert le Tempranillo, j'ai bu du Tempranillo en Espagne. Enfin, je veux dire, il y a des choses où on n'a pas la science infuse et un élément en plus ne nuit pas. C'est pas réducteur. Certains s'intéresseront à la couleur, à la bouteille, au design de l'étiquette. Moi, je trouve que c'est important. Alors, pour compléter ce qui a été dit, c'est vrai que c'est important le cépage. Bon, normalement, si vous avez affaire à un sommelier, il doit pouvoir vous le donner. Bon, après, je crois que derrière la crainte de l'INAO, enfin la crainte, entre guillemets, c'est aussi l'INAO souvent qui, par ses règlements, ne veulent pas voir apparaître le cépage, c'est parce que l'INAO communique autour de la notion de terroir. Et d'appellation. Alors que, effectivement, un vin, c'est à la fois un terroir, un cépage, un homme qui le fait, c'est un tout. C'est sûr. J'adhère totalement à ce que vous venez de dire à l'instant. Hein. Je pense que le cépage aussi véhicule quelque chose, véhicule une information. Et il serait totalement faux de vouloir, effectivement, le terroir est l'axe majeur. Mais le cépage est très important. Et ça fonctionne très très bien dans d'autres pays. On indique le cépage, effectivement, dans le back label, dans la contre-étiquette. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, on ne pourrait pas le faire en France. Non, on peut le faire, Gildas, mais il y a de plus en plus de vignerons qui le font d'abord. Certains ne veulent pas le faire. Mais certains ne le souhaitent pas. Mais beaucoup le font et aujourd'hui, bien entendu, et d'information aussi. Je pense qu'il y a une question, puis je vois qu'on nous presse, là, on fait comme ça, donc ça va être terminé. Donc, une dernière question, alors, je vous en prie. Bonsoir, donc je suis étudiant en master Histoire et Culture de l'Alimentation, et je fais mon mémoire sur une hiérarchie des vins d'antiquité, enfin ça n'a pas de rapport avec ma question. Donc en fait, je me demandais, on est de plus en plus inondé par les vins étrangers, qui coûtent souvent beaucoup moins cher, ou par exemple pour un chablis à un prix modique, pour le même prix on pourra avoir un vin des coteaux andins qui sera certainement bien meilleur
Et je voulais savoir si ça c'était bon pour la transmission du vin pour les jeunes, parce que c'est plus accessible pour nous, ou si c'était une mauvaise chose, parce que ça ne nous donne pas vraiment l'image du... Avant ça, moi j'avais vraiment une image de... En France, on fait du beau vin, et puis ailleurs, c'est vraiment de la piquette. Et maintenant, je fais un peu des expériences, j'achète des vins étrangers, et souvent, je suis assez surpris par le goût qu'ils peuvent avoir, et surtout pour un prix assez sommaire. Je me permets de répondre très rapidement. Ce qui me concerne, je pense que c'est surtout pas un problème. Le principal, je pense, c'est d'aller vers le vin, et à partir du moment où vous en avez goûté, vous avez aussi après envie de découvrir autre chose. Non, je pense pas que ce soit un problème. Comme ce n'est pas un problème de voir, notamment en Australie, dans les rayons, 30% occupés par l'espace des vins français, voire 40%. Je crois que le vin, c'est la diversité, hein, ce qui fait, je pense, le sens de la culture, et je pense que beaucoup d'entre nous ici, qui sommes autour de cette table, le plaisir du vin, c'est des découvertes constantes et des choses nouvelles et différentes. Et il faut s'ouvrir. Je crois que c'est ça. Ouais. Tout à fait. Moi, si j'avais juste ma conclusion, chacun peut faire. Mais oui, peut-être une petite conclusion chacun d'ailleurs. J'avais prévu de dire pas mal de choses, mais je crois que le temps est très limité. Juste une phrase que je dis souvent aux jeunes qui veulent faire ce métier ou aux gens qui viennent dans mon restaurant, je dis surtout, on ne boit pas pour oublier, mais on goûte pour s'en souvenir. Et ça, c'est une phrase qui, pour moi, résume un peu tout ça. Hein, voilà. Une conclusion peut-être? Quelque chose qui n'a plus rien? Tout a été dit? Non, c'est pas tout malheureusement. Non, si. La formule résume très bien, effectivement, tout ce qu'on a dit. Un dernier mot? Moi, juste pour conclure, pour rebondir sur ce que vous dites, pour nous c'est une chance. Vous savez, la globalisation nivelle les modes de consommation. Nous, on a une culture de consommation latine, donc une culture de produits vins, on s'ouvre à la bière, aux spiritueux. Les produits anglo-saxons qui ont une culture de la bière ou du thé, consomment aujourd'hui du café, etc. Donc, globalement, il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, c'est une chance. Plus le monde s'ouvrira au vin, plus il y aura de consommateurs, plus on aura des échanges. Donc, je pense qu'il faut le voir plutôt comme une opportunité. Après, la problématique pour nous, ça reste plus d'ordre commercial. Comment attaquer ces marchés, les aborder, s'organiser commercialement. Ce que vous dites sur les cépages, c'est aussi un état des lieux qui dit que on n'a pas forcément cette culture, et elle fait peur aussi à certains vignerons, de cépages. C'est la norme internationale du langage. Donc on a l'impression de se mettre en danger. Donc, bon, évidemment, tout ça évolue. Je crois que la viticulture française, d'abord ligérienne, s'ouvre et n'a pas du tout, je dirais, à avoir peur de ces enjeux. Et je pense que demain, les jeunes français, les jeunes étrangers, je dirais, c'est pour nous, on est tout à fait ouverts et heureux d'avoir des échanges et de pouvoir exporter nos vins et de recevoir à domicile. Donc pour nous, il y a beaucoup de choses à faire encore. Un dernier mot ou pas? Si tout a été dit. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord aussi avec Jean-Pierre, la richesse de tout ça, c'est la diversité, quoi, la diversité des vins, des gens, des goûts, et voilà, le bonheur, c'est de partager tout ça et de pouvoir en discuter ensemble, en buvant un bon verre. Voilà, un peu de convivialité. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà, on a déjà débordé largement. Voilà, on a parlé de beaucoup de personnes, et je voulais maintenant, en guise de transmission finale, transmettre tous mes remerciements aux gens qui sont venus écouter ces bonnes paroles, et remercier aussi, transmettre mes remerciements de participation aussi, parce qu'elles ont été de plus en plus actives cette année, et puis transmettre aussi le lien par rapport à l'année prochaine, la cuisine et les arts, ou les arts et la cuisine dans les arts ou les arts dans la cuisine, seront donc le thème de l'année 2012. On parlera de toutes les formes d'art, des arts de la table à la notion d'art liée au vin. On a parlé d'étiquettes il y a une minute, et on sait que les étiquettes, il y en a des très artistiques. Donc je vous remercie beaucoup encore une fois, et à l'année prochaine.